Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau podcast des réfracteurs. Je suis Faye et je suis accompagnée de la magnifique Sophie. Comment vas-tu ? Ben ça va, écoute. Je reviens de Martinique, j'ai encore chaud. Ah, Ça période sèche là-bas. ah, Voilà, c'était cool. écoute, j'espère que tu es en forme pour parler d'un nouveau film qui promet de beaucoup de couteaux, puisque nous allons parler de The Town That Dreaded Sundown, en français Terreur sur la ville de 1976 de Charles B. Pierce, qui est donc disponible chez Rimini Éditions. Oui, on remercie d'ailleurs de nous avoir envoyé... Oui, de nous avoir procuré le Blu-ray qui a l'air très intéressant. Tu pourras nous faire un petit point, tiens, ma chère Sophie, un peu sur l'image, sur les spécificités, les bonus. On en reparlera, je pense, en fin d'émission. Mais avant ça, est-ce que tu veux nous présenter un peu un petit pitch, nous dire un peu ce qu'est ce film ? Parce qu'on en parlait en off, il faut pas le confondre, par exemple, avec un autre film de Peur sur la ville, qui s'appelle donc Peur sur la ville, avec notre ami Belmondo. C'est pas le même film. Tu vas nous donner la différence. Rien à voir. Terreur sur la ville se passe à Texarkana, en Texas, en 1946, donc juste après la guerre. Où il y a en fait un tueur surnommé le Phantom Killer parce qu'il a un tissu blanc sur la tête quand il s'en prend à ses victimes. Et ses victimes, c'est des amoureux qui se donnent rendez-vous sur les Loverland. Puisqu'à l'époque, les jeunes adolescents se retrouvaient, ne pouvant se retrouver chez leurs parents, parce que c'est quand même l'Amérique puritaine, se retrouvaient dans leur voiture sur les Loverland. Et donc, en fait, c'est l'un des tout premiers tueurs en série, en fait. Mhm. Et le film va suivre du coup à la fois les victimes qui essaient de survivre et à la fois les efforts de la police à une époque où il n'y a ni profilage, ni FBI, enfin en tout cas pas le FBI qui enquête sur ce genre de crime, et ni l'ADN. Donc du coup c'est un peu la galère pour eux, et le film se veut assez réaliste, donc voilà. Écoute, on va en parler. On va aussi vous montrer que c'est un film qui, mine de rien, a été très très inspirant pour les réalisateurs, que ce soit des réalisateurs de thrillers, mais aussi pour des réalisateurs de slashers. Vous allez voir ça. Mais avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu veux nous présenter justement, Sophie, le réalisateur qui est donc Charles B. Pierce ? Oui, tout à fait. Alors, Charles B. Pierce, c'est pas quelqu'un qui a une carrière dans le sens... il a pas fait des films ultra connus, mais il a une petite carrière quand même assez intéressante. Déjà, il faut savoir qu'il a grandi dans l'Arkansas, en fait, donc le coin où il y a eu les crimes, et il a manifesté très tôt de l'intérêt pour le cinéma, comme beaucoup de réalisateurs ayant officié dans le genre. Il a fait des petits films en 8 mm quand il était gamin, et ensuite il va travailler à la télévision dans les années 60, et il s'établit à la fin des années 60 à Texarkana, soit 23 ans après les crimes du Phantom Killer. Il y fait ses premiers pas au cinéma en tant que que décorateur, avant de passer à la réalisation avec The Legend of Boogie Creek, qui est un faux documentaire sur une sorte de Bigfoot de l'Arkansas. Ouais. Et d'ailleurs, juste aussi, il a un côté très homme de télévision, parce que j'ai lu qu'il avait même il avait même présenté la météo et avait même présenté des émissions pour enfants. Il a testé différents postes. Donc c'est vrai que le côté un peu télévisuel, on peut le retrouver aussi dans le film, cette expérience-là, je trouve. Oui, effectivement, il a trouvé un peu sa voie, on va dire, à la télé, et puis il a, c'est là où il a fait ses armes aussi, où il a appris à faire du cinéma, on va dire. Mais après, son cinéma, alors j'ai pas vu tous ses autres films, mais c'est vraiment typique aussi de l'époque. Mm-hmm. Tu sens qu'il était marqué par le cinéma des années 50, vraiment ça se sent à la fois parce qu'il veut faire de la reconstitution historique et réaliste, mais à la fois dans sa manière de filmer les choses qui est très classique, je trouve, très éloigné de ce qu'on trouve dans les films d'horreur qui vont suivre dans la décennie suivante. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté un peu film de driving, je trouve? Je sais pas, quand je regardais un peu Oui. sa filmo, je me voyais bien dans une voiture, regarder ces petits films comme ça. Parce que tu as un peu de tout, tu as du western, tu as des choses un peu plus horrifiques, tu as des choses, enfin, c'est très, très varié, mais c'est très dans le divertissement, en fait. Eh ben, figure-toi que son film est encore vu aujourd'hui en drive-in dans la ville de Texarkana pour chaque Halloween. Ah bah voilà. Voilà. Comme d'ailleurs dans la suite. Et oui, on en parlera d'ailleurs aussi de cette suite. Donc voilà, donc effectivement, t'as raison en parlant de western, parce qu'il va faire après une comédie bootlegger, il va faire deux westerns, Winter Hawk et The Wind of Autumn, avant de réaliser The Town That Dread Sundown. Et je suis vraiment désolée pour mon accent horrible anglais, mais voilà, ça vous... Donc il a pas non plus, avant de faire ce film, il a pas une longue carrière, mais il a quand même réussi à faire des films qui ont quand même du succès et balayer plusieurs genres différents. D'ailleurs, ça se sent, puisque dans Terreur sur la ville, on sent qu'il emprunte à plusieurs genres différents, quoi. Il y a un peu de polar, il y a un peu de comédie, il y a un peu de film d'horreur. Oui, il y a du documentaire, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et du coup, ce jeune réalisateur, qui n'a pas non plus une longue filmo, il avait besoin d'un producteur qui soit assez, qui est un peu de la bouteille. Et justement, ça tombe bien parce que Samuel Z. Arkoff, donc c'est un producteur assez important pour le film de genre. Il est notamment connu pour avoir produit Amityville, qui du coup lui aussi est adapté de faits réels, s'inspire d'un livre supposé de faits réels, puisque il y a eu des contestations depuis. Et puis en fait, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler avec Roger Corman, et qui produira par la suite par lui-même des films comme Blackula, I Was a Teenage Werewolf ou encore La Chose à deux têtes. Et il avait une méthode, ou on va dire une formule, c'est-à-dire que les thématiques devaient figurer dans un film pour qu'il soit un succès, selon lui, et qu'il avait basé sur les lettres de son nom de famille. C'était donc action, il fallait que ce soit un drame passionnant et divertissant, révolution, il fallait que des thèmes et des idées nouvelles soient ou controversées apparaissent, meurtre, un minimum de violence, fantaisie, des fantasmes mis en scène communs au public, et fornication. Ah bah voilà, tous les ingrédients. Donc, qu'il y ait du sexe entre jeunes adultes. Mais c'est marrant parce que pour la suite dont on parlera, c'est Jason Blum qui est à la production avec, comment il s'appelle Ryan Murphy, merci. Mais c'est pareil, Jason Blum, il a son petit truc aussi pour sortir les films, pour voir quel film il va produire et tout. Et c'est marrant de voir que finalement, ces deux films-là vont se répondre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis voilà, donc en fait on voit bien, en tout cas dans le producteur, la marque plutôt film d'horreur et qui est vachement habitué aux séries B. Même si on sent que ce film a quand même des velléités d'être plus qu'une série B, mais c'est pas non plus du série A, quoi. Et au niveau de la production, est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur le film et tout ça? Après, je peux vous dire que c'était tourné en Arkansas, un peu à Texarkana et beaucoup en Louisiane. Ouais. Ça se reconnaît notamment dans la mousse espagnole et le bayou très louisianais. Il faisait très chaud au moment du tournage. C'était les journées les plus chaudes qu'ils avaient enregistrées dans la région depuis très longtemps. Alors moi, je sais qu'il a même recyclé dans le film des images de son premier long métrage. Tout ce qui est les scènes dans les marais, apparemment, il y a des bouts de scènes donc, qu'il a repris de son premier long métrage pour les mettre dedans. Oui, et puis l'idée aussi de la course-poursuite qui est à la fin, ça vient... s'il y a une atmosphère un peu western dans cette scène, c'est parce que comme la fin, il savait pas trop comment conclure l'histoire, sachant que c'est basé sur des faits réels, et que dans la vraie vie, en fait, on n'a jamais retrouvé le tueur, il y a jamais eu de course-poursuite comme on voit dans le film. Donc du coup, il y a un côté très frustrant à la fin, de dire et comment on finit. Et du coup, c'est avec le producteur, ils ont cette idée de rajouter cette fin pour histoire de donner quand même un petit peu quelque chose au spectateur, quoi, à la fin. Et du coup, oui, ça elle aussi, elle est empreinte à ses films précédents, quoi. Après, ça fait un souci aussi d'économie, ça permet d'économiser des choses sur le tournage aussi, de reprendre des images déjà tournées avant. C'est des choses qui se faisaient pas mal, il me semble, à l'époque. Même dans les productions Corman, ça pouvait arriver aussi. Ouais, voilà. Sinon, apparemment, il y a eu un serpent sur le plateau. Ne m'en parle pas. Et l'acteur principal... Je veux pas savoir, je te jure, je vais partir. Non. Voilà, j'ai trop peur. Désolée. J'ai trop peur, arrête.
Mais t'inquiète pas, il est sans s'occuper. On va dire marmotte. Voilà, comme ça j'aurais moins peur. Il y avait une marmotte, les enfants. Alors moi par contre j'ai un point Star Wars. Et oui, j'arrive à caler des points Star Wars parce que j'ai entendu dire que la belle affiche du film, elle aurait été faite par Ralph McQuarrie, qui était donc la personne qui a fait tout ce qui était les dessins préparatoires, les trucs artistiques, le look de Star Wars, que c'est à lui qu'on doit un peu pour la trilogie. Donc je trouvais ça marrant, voilà, petit lien. Mais aussi la créature du Black Lake, du Battlestar Galactica Oui. et de Retour vers le futur. Ouais, il a fait plein de choses ce monsieur. Un grand monsieur, je vous invite aussi à aller voir ce qu'il faisait. Allez, au casting. Alors déjà, ce qu'on peut mentionner, c'est que le réalisateur apparaît dans le film. Il fait un rôle plutôt comique puisqu'il joue un policier du nom de Benson qui est un peu maladroit, qui fait des petits trucs. Bon, des fois c'est marrant, des fois ça peut être un peu lourd, mais bon, en tout Il cas... aurait pu être dans la 7ème compagnie, quoi. Voilà, exactement. C'est très bien résumé pour ce rôle. Donc par contre, on a quand même des personnages et des gens plus intéressants. Dans le rôle du Texas Rangers J.D. Morales, nous avons Ben Johnson. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est quelqu'un qui évoluait un peu dans un univers un peu western, puisqu'il faisait du rodéo. Et puis dans les années 40, il se retrouve à travailler pour Howard Hughes. Et là, il prend le goût au métier d'acteur et donc il décide de travailler dans le milieu hollywoodien. Il commence par être cascadeur sur beaucoup de westerns et il se fait remarquer dans Le Convoi des Braves de John Ford. Et donc, il va commencer après à devenir vraiment acteur. Donc, à peu près dans les années 50 jusqu'en 53, puisque en 53, il décide de retourner faire du rodéo. Et puis finalement, il s'aperçoit que le rodéo, ça paye moins bien. Donc il revient à Hollywood. Et là, il fera apparemment, d'après ce que j'ai lu sur Internet, 300 films. C'est pas mal, hein. Mais vous avez pu... ouais, franchement. Vous avez pu l'apercevoir parmi les plus connus, par exemple, dans La Horde sauvage, La dernière séance, L'Aube rouge ou encore Guet-apens, par exemple. Donc quelqu'un qui a eu vraiment une grosse carrière et qui a fait un petit peu de tout. Ensuite, dans le rôle du député, Norman Ramsey, donc encore dans la police. Donc c'est... Alors Andrew Pine... C'est lui qui avait peur de la marmotte. Voilà. Et il a bien raison, c'est des saloperies ces trucs. Lui, ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'à la base, c'est un ancien militaire. Et lui aussi, ça a été un acteur qui a fait beaucoup de western. Après, il s'est un peu diversifié. Il a fait des films d'horreur et des films d'action. Il a aussi une longue carrière. On a pu le voir dans des films comme Gettysburg ou un peu plus récemment Lord of Salem, donc de Rob Zombie. Donc il a fait vraiment de tout. Alors ensuite, dans le rôle de Helen Reed, on a donc l'actrice Dawn Wells. Alors elle est surtout connue pour la série les Gilligan, vous savez, ces personnages qui sont prisonniers sur une île. C'est très connu aux États-Unis, c'est très culte. En France, je crois qu'il y a quelques épisodes que vous pouvez trouver des fois sur YouTube, mais je crois pas que ça soit réédité en français. Mais c'est une série qui est vraiment énormément citée dans les séries américaines. Par exemple, si vous aimez Scrubs, elle est souvent citée dedans. Donc voilà, je pense que vous devez avoir quelques références. Alors ensuite, au niveau des acteurs, dans le rôle de Mal Griffiths, on a Jimmy Clem. Donc lui, c'est un acteur qui a énormément travaillé avec notre réalisateur, donc il a fait surtout ses films à lui. Et enfin, on a dans le rôle de Peggy Loomis, retenez bien ce nom, c'est Cindy Butler, et elle aussi, elle a surtout fait les films de notre réalisateur, donc voilà, pas grand-chose. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait certains acteurs qui n'étaient pas des acteurs professionnels, et d'autres, j'ai pas pu trouver d'autres rôles, d'autres infos autour d'eux, donc voilà, je vous ai vraiment livré les plus importants. Yes. Merci. Et de rien, voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Et je te propose maintenant, ma chère Sophie, de parler un peu plus en détail de ce film. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, qu'est-ce qu'on en pense. On va se lancer dans l'analyse. Et en premier, on peut peut-être revenir justement sur l'aspect du film. Comme tu le disais, il se veut réaliste. Mais comment fait-il ça, en fait? Donc je te laisse nous expliquer tout ça. Tout à fait. Alors, tu sens... moi, en tout cas, j'ai vraiment senti un côté sincère dans le film, d'apprendre que le réalisateur avait grandi dans le bled, enfin dans le coin, et avait même vécu après dans la ville, en fait. Ça m'étonne pas, parce que tu sens vraiment une sincérité, comme si... il y a vraiment une atmosphère de petite ville que tu retrouves,
et cette atmosphère aussi du sud chaleureux et à la fois des fois un peu extrême sur certains points. Oui, légèrement. Voilà. Mais il y a ce côté paix, en fait. Au début du film, il te montre vraiment la ville avec des couleurs très pastel. T'as l'impression que c'est vraiment un endroit calme, un endroit où tout le monde se sent bien, où les gens voilà, parlent avec les autres, se méfient pas. Il y a vraiment un Mm. côté ouais, très, très familial dans cette ville. Oui, oui, et du coup, bah, on sent à la fois cette sincérité et à la fois une recherche de réalisme qui va être apportée par bah, une voix off Mhm. qui va rythmer tout le film et qui va vraiment placer dès le début dans l'atmosphère, les dates. Il va y avoir des dates qui apparaissent à l'écran. Bah, il y a tout le contexte aussi, le resituer par rapport Oui, à l'histoire américaine, où on se situe en 46, qu'est-ce qui s'est passé, d'où on vient. Ça, c'est aussi important, je pense, pour l'enquête. oui, oui. Et on va aussi bah, suivre les enquêteurs et à la fois les victimes et de manière assez pas neutre parce qu'il y a vraiment une recherche esthétique et c'est Mhm. là où le film en fait est clairement le film il suit plusieurs il orne du côté de plusieurs genres et aussi dans sa photo quoi, c'est-à-dire qu'il y a une photo qui est très esthétique, des fois il y a des pour le coup, nous on a eu la version restaurée Ouais. avec le coffret qui est vraiment, le travail est magnifique, mais tu sens que des fois c'est un peu limité, notamment dans la nuit, les plans de nuit, et que certains sont super beaux parce que tu sens qu'il y a plus de lumière et que c'était plus rapproché, et d'autres où ça pêche un peu, mais c'est sans doute dû au fait que c'était un petit budget pour l'époque, et que du coup bah ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens, C'est ça. sachant que c'était en pellicule quand même, hein. Voilà, mais il y a quand même moi j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui étaient super beaux, et du coup il y a vraiment cette recherche de réalisme d'un côté un peu à la docu-fiction, et à la fois il y a cette esthétique, il y a le fait qu'il y ait beaucoup de liberté en fait qui a été prise. Alors en plus c'est des petites libertés un peu à la con dans le sens où ils vont changer les dates, ils vont changer la manière dont sont tuées les victimes. Ouais. C'est-à-dire Les que le noms premier aussi, couple, ils ont changé, il me semble. les noms aussi. Mm. Alors après tu peux te dire c'est pour protéger les victimes, mais tu peux te poser la question parce que la première victime a été sexuellement abusée par l'arme du tueur, ce qui n'est pas montré dans le film, donc ça effectivement c'est plus soft. Peut-être aussi que c'est parce que le public n'aurait peut-être pas supporté quelque chose d'aussi tendancieux et sadique et violent. Et à la fois, la scène phare de meurtre du film, qui est celle avec le trombone, en fait, n'a pas eu lieu dans la vraie vie, puisque en fait, le couple était abattu par balle. Et en fait, c'était un saxophone, donc de toute façon, ils n'auraient pas pu faire ça quoi, avec un saxophone. Donc, il y a eu des libertés de prise qui, en plus, ont valu un procès à la production, puisqu'en fait, les familles des victimes, notamment de celle qui a 10-16 ans, Mhm. ils étaient pas contents parce qu'en fait, ça donnait une image de fille facile, on va dire, surtout qu'en plus elle est avec quelqu'un de 29 ans, C'est donc ça. ça choque encore plus aujourd'hui. On se dit ouh, un peu pédophilie là quand même, tu sais pas. Et alors qu'en fait à l'époque bah apparemment c'était normal, et qu'en plus la nana en fait elle était hyper studieuse et en fait elle avait son diplôme, etc. Enfin du coup ça donne une image qu'on va retrouver après dans les films d'horreur, d'ados irresponsables qui se font tuer alors qu'au final les C'est pas victimes ça. étaient des gens lambda en fait. Mm. Mais après, ce qui est intéressant, enfin moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cet aspect, comme tu dis, tu vois, un peu documentaire, mais reconstitution. Moi, ça m'a rappelé toutes ces émissions qui existent depuis super longtemps aux États-Unis, où ils te racontent les faits divers, où tu as des reconstitutions. Je pense notamment, tiens, aux enquêtes impossibles, ou même en France, par exemple, l'exemple de Mystère. Voilà, si vous regardez, si vous connaissez cette émission Mystère, où on avait des reconstitutions jouées et compagnie. Quand j'ai vu le film, j'y ai pensé, surtout dans certains dialogues. Il y a des dialogues qui sont un peu con quoi, il faut le dire. Mais ces trucs de l'époque, ça donne un certain charme, mais en même temps, ça appuie ce côté un peu reconstitution, c'est-à-dire que ces scènes-là, on les voit du point de vue de la personne qui peut-être a raconté. Donc on a des scènes qui vont être du point de vue des flics, où forcément ils vont apparaître en se donnant le bon rôle, un truc comme ça. On peut avoir des scènes qui vont être vues du côté de la victime, par exemple les scènes du début, nos victimes qui ont survécu, peut-être que effectivement elle n'a pas raconté l'épisode sexuel, ou qu'elle n'a pas voulu qu'elle en parle, et donc si c'est son témoignage qui est rapporté, ça peut expliquer pourquoi on le voit pas. Après par contre les scènes, par exemple la scène de la gamine de 16 ans, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que ça soit vu du point de vue
du tueur, mais comme on sait pas qui c'est, là c'est plus du point de vue imaginé, c'est-à-dire qu'à un moment on a un psy qui essaye de dresser un profil de ce tueur et qui parle justement Mm. de l'aspect sexuel, et donc au final on peut se dire que ces scènes-là de meurtre peuvent être quelque part une interprétation du point de vue du tueur, et qu'effectivement bah, lui il voit ces femmes comme quelque chose de dépravé, comme quelque chose de pas bien qu'il faut punir, et donc ça permet de comprendre peut-être un peu les raisons de son geste. Enfin moi tu vois, je l'ai un peu compris comme ça. C'est que Ouais. vraiment le film, il essayait d'apporter les points de vue des différents acteurs de ce drame en fait. Et je trouvais ça intéressant. T'as un certain charme et en même temps, t'as aussi un peu de recul avec un côté un peu comique où tu vas te moquer de certaines scènes, de certains Ouais. dialogues où c'est vraiment genre oh là là, mais je m'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Même les acteurs en plus, des fois, t'as l'impression qu'ils le jouent comme ça. Et c'est hyper drôle quoi. Bah, moi, je pense que c'est plus parce qu'il s'adapte au public de l'époque. Mhm. Il y a eu Massacre à la tronçonneuse, mais il n'y a pas encore eu Halloween, il n'y a pas eu tous les Freddy, les Vendredi 13, etc. Et en plus, ça se veut même pas vraiment un film d'horreur, quoi, ça se veut plutôt tout public, quoi. Et du coup, bah, je pense que il a pas pu mettre l'aspect sexuel dans le premier crime parce que ça aurait été too much. Par contre, ce meurtre avec un trombone, il est assez chelou. Ah oui. Tu comprends l'aspect sexuel parce qu'il est figuratif, quoi. Dans le mouvement, dans le geste. Et la Mais au respiration final, aussi il du y a... tueur. T'as l'impression qu'il prend du plaisir Mais c'est à faire ça. figuré, finalement, Mhm. cet aspect sexuel. C'est pas... Tu le vois pas visuellement, quoi. Et d'ailleurs, il y a pas de... Ils parlent beaucoup de sexe, les couples. Tu les vois qui s'embrassent. Mais il y a pas vraiment... Il y a pas de dénudé. Enfin, il y a pas de scène de sexe, comme t'en verras plus tard dans les films d'horreur, Même dans la suite, par exemple. Oui, par exemple, Mhm. voilà. Et on va pas montrer voilà, des scènes gratuites, des Ouais. nichons, etc. C'est pas du tout le style et ce qui est voulu. Et du coup, je pense que c'est... et moi, c'est ça qui m'a fait penser un peu au cinéma classique hollywoodien. Mhm. C'est qu'en fait, il y a vraiment une recherche de coller à une mentalité de cette époque C'est ça. et qui va jusque dans la manière de montrer les meurtres. Et que je pense que du coup, c'était plus un souci vis-à-vis du public que vis-à-vis de protéger les victimes. Alors peut-être en changeant les noms, mais... Après, si tu vas dans la démarche de vouloir être réaliste, t'es obligé de dire on a changé le nom des victimes, tu vois, pour que ça fasse vraiment, ça... ça appuie le propos. Après, bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans la première scène d'attaque, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très cut. C'est-à-dire l'apparition du gars, il apparaît pouf tout d'un coup. Il y a ce côté vraiment, j'attaque comme si j'étais une bête sauvage. Tu vois, j'ai pensé à une espèce d'attaque d'ours, par exemple. Ouais. C'est vraiment, et quand il se jette sur la fille, tu vois pas, mais moi j'ai pensé, aïe, la pauvre, voilà, elle va sûrement se faire attaquer sexuellement aussi. Et puis il y a en même temps aussi un jeu. Alors je sais pas si tu connais toutes ces histoires de légendes urbaines qui circulent aux États-Unis, où souvent c'est un couple qui est en voiture, comme ça, au bord d'une route, au bord d'une forêt, et tout d'un coup la fille entend quelque chose. Elle dit ah, j'entends un bruit et tout. Son gars commence à dire oh mais non, il y a rien, il y a rien. Et puis en général le gars sort de la voiture et puis il revient pas et la fille balise. Et soit ben il y a plusieurs variantes, soit elle entend un bruit au-dessus du toit et elle a peur, elle démarre et en fait c'est son mec qui est pendu au-dessus, soit il y a une créature qui les attaque, soit des fois c'est le petit ami qui pète un câble et qui l'attaque, soit il y a le tueur comme là on voit dans le film qui arrive et qui les attaque. Et donc il y a ce côté un peu légende urbaine, le fait d'utiliser des peurs que les jeunes pourraient avoir ou utiliser des histoires qui pouvaient se raconter, qui est pas mal aussi je trouve, et qui place bien le contexte, ce côté ah bah ouais regardez, ça peut arriver ces histoires qu'on vous raconte, ça aussi c'est basé sur des faits réels, tu vois, et je trouve que c'est hyper efficace. Après, pour le coup, je connais, oui, c'est les légendes urbaines, parce que j'ai vu les films Légendes urbaines. Et puis, oui, il y a Urban Legend, avec Jared Leto en journaliste. Mais en fait, ces légendes urbaines sont basées sur ces meurtres et d'autres meurtres qui ont eu lieu dans les Loverland, en fait. L'homme au crochet, la légende de l'homme au crochet, ça vient de parce qu'en fait, il faut savoir que dans les années 50, il y a eu plusieurs meurtres comme ça dans différents endroits des États-Unis, où en fait c'est vraiment la naissance du tueur en série tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Et c'est en ça que le film aussi est particulier, c'est qu'en fait c'est un film de tueur en série avant que ce ne soit la mode, en fait, avant que David Fincher en fasse plein, enfin surtout le Zodiac. Et d'ailleurs on peut voir une petite corrélation avec le Zodiac puisque c'est aussi un tueur qui
qui va tuer plein de couples sur des Loverland, particulièrement avec... Bon, là, on voit qu'une fois avec l'arme à feu, mais en fait, dans les faits, il a vraiment utilisé souvent l'arme à feu. Et en plus, il a disparu après vers la Californie. Enfin, il a potentiellement peut-être disparu après vers la Californie, parce qu'en fait, dans le film, c'est ce qu'on montre, et c'est une des théories qu'il y avait, c'était qu'il y avait peut-être un des suspects, donc soit pourquoi le tueur a arrêté d'agir, soit le mec s'est arrêté. Soit il était en prison, soit il est mort. Soit il était en prison, parce qu'effectivement, il y a eu un des suspects qui a été mis en prison et qui s'est suicidé en plus en prison, il me semble, qui est mort juste après. Donc du coup, ils se sont dit peut-être que c'était pour ça que les crimes se sont arrêtés, parce que le mec s'est suicidé. Soit il s'est barré parce qu'en fait, il y avait une ligne de train qui partait vers la Californie juste à côté, donc en fait, il aurait pu sentir que ça commençait à sentir le roussi, parce qu'il y avait vraiment tout le monde s'était armé dans la ville, et ça le film le montre. Ouais. Et que du coup les gens étaient prêts à faire justice eux-mêmes, c'est quand même le Texas, et que du coup le tueur se serait barré. Ouais. Et sachant qu'après en Californie t'as eu d'autres meurtres de ce style-là, tu peux te poser la question effectivement. Non mais c'est pas bête, c'est pas bête du tout. Et c'est vraiment une époque où va naître ces tueurs en série. Et du coup, est-ce que selon toi c'est un bon film de tueur en série ? Moi, franchement, je le trouve plutôt bon, parce qu'il y a vraiment ce côté, on fait monter l'angoisse, on essaie de faire l'enquête, mais on voit des personnages qui sont pas armés face à cette nouvelle façon de tuer, face à cette nouvelle entité criminelle. Et c'est intéressant, et c'est pour ça aussi que le contexte est hyper important pour le film, parce qu'on te présente ça, c'est-à-dire on est après la Seconde Guerre mondiale, on est au début de la guerre froide, et donc il y a des gens qui sont à la guerre, on a vécu des choses très très violentes, et avant ça, les États-Unis, c'était quelque chose, souvent, c'est des choses qui reviennent dans les vieux films, où on te dit « Ah, mais avant, on pouvait laisser la porte ouverte, on risquait rien. » C'est dit d'ailleurs dans le film. C'est dit qu'ils peuvent plus, que les gens ont commencé à mettre des loquets sur leur porte. C'est ça. Justement, en plus, ces plans-là, ils sont hyper intéressants, parce que là, je trouve que c'est là que le film devient très western, parce que quand vous prenez des westerns classiques, vous avez souvent ce plan où vous voyez les gens qui ont peur parce que la crapule du jour arrive en ville, ou qu'il va y avoir un duel, et qui commencent tous à rentrer chez eux, qui ferment les portes, les fenêtres, qui se barricadent. C'est quelque chose qui revient très souvent dans ce genre-là. Et là, on retrouve ça dans le film, et ça m'a fait énormément penser à ça, même l'ambiance, le flic qui vient pour arrêter, c'est un Texas Ranger, donc il a le chapeau de cow-boy et tout. Il a une réputation de ouf, le mec, et en plus c'était le cas dans la vraie vie. Voilà. Puis j'adore, on nous présente, mais oui, c'est le super Texas Ranger. On l'appelait le Lone Wolf. Ouais. Le loup solitaire, quoi. C'est un peu l'ancêtre de Chuck Norris, si vous voulez un peu une comparaison. Mais je trouve ça chouette, parce que même la façon dont il le filme et tout, et encore une fois, on a ce mélange de genres, et ça, c'est pas anodin, parce qu'on a quelque part une ancienne figure de l'histoire des États-Unis, que sont ces héros, ces shérifs, ces cow-boys, qui s'opposent à la nouvelle crapule, qui est quelque part le symptôme des peurs de cette époque-là, et le symptôme peut-être de la guerre. Peut-être que la personne qui tue, ça peut être un ancien combattant qui aurait été choqué parce qu'il a vécu pendant la guerre, et qui aurait ce besoin de violence. Un peu comme par exemple le personnage de Rambo quand il revient de la guerre, qui est totalement déphasé. Peut-être ça peut être ça aussi. C'est intéressant que le réalisateur finalement utilise différents genres, différentes esthétiques pour raconter, je trouve, un sujet qui est hyper intéressant, qui est ces États-Unis au final, qui est en pleine mutation en fait, cette société américaine. Ah mais tout à fait. Tu sens qu'il y a d'ailleurs quand il te remet dans le contexte au tout début du film, en te racontant que c'est la fin de la guerre, etc., la libération. Et du coup, il y a aussi une libération des mœurs aussi, qui va changer, en fait, radicalement. Ouais. Et une espèce de légèreté qui arrive, et en même temps, il y a de la violence qui va apparaître. Une violence, alors c'est pas que la violence c'était pas violent, parce que tu prends la rue vers l'or, etc. Oui, c'était violent. Bon, c'était très violent, mais c'est une violence différente, en fait. C'est une violence qui est masquée, c'est une violence qui surgit dans l'ombre, c'est une violence qui s'immisce dans les villes qu'on pensait civiliser, en fait, ou dans les petites villes, et du coup, en fait, c'est comme si le tissu social se désolidarisait un peu, et en fait, on se rend compte, en fait, que la violence, elle a pas disparu, quoi. On a cru qu'on était dans une période de paix, et il y a vraiment eu cette euphorie. Moi, je me rappelle que quand mes grands-parents parlaient de l'après-guerre, c'était vraiment genre une période où tout allait bien, quoi. Ouais, les gens avaient besoin de revenir à ce qu'il y avait eu avant,
pour trouver en fait de la normalité. Mais si tu regardes le tueur dans le film, bah lui, il a une cagoule blanche, il a des vêtements plutôt neutres en couleur comparé aux autres personnages du film qui vont avoir des couleurs un peu plus claquantes. Genre, une de ses victimes, elle a une très belle robe blanche, par exemple. Il y a vraiment des trucs plus... Et lui, on dirait qu'il est pas en sépia, mais vous voyez, on dirait vraiment qu'il a les couleurs, comme dans un film de Nolan, en fait, voilà. Vous voyez un peu ce manque de couleurs. Non, mais c'est intéressant et ça montre à quel point, en fait, ce personnage-là est en dehors de la société. Et voilà, est totalement autre chose. Et non, mais je trouve que finalement, tu vois, avec ce petit budget, avec ce petit film, tu te dis, ah, ça paie pas une mine, machin. Mais au final, je trouve qu'il dit beaucoup de choses très intéressantes sur cette société américaine, en fait. Hein. Ah bah totalement. Bah moi je trouve que effectivement tu sens le petit budget sur certains plans, Mhm. et à la fois sur d'autres ça se sent pas trop parce que finalement ils filment une petite ville où les gens sont pas fortunés, etc. Donc ça passe. La reconstitution passe pas mal, je trouve. L'esthétique est assez léchée pour les moyens qu'ils ont, franchement. Moi les images du tueur avec la respiration, le travail du son et la lumière sont vraiment bien faits Mhm. avec le tueur. Le choix aussi de certains plans. Par exemple, il ne filme que les pieds du tueur Oui. quand il est pas habillé en tueur. Mhm. C'est-à-dire qu'on voit des pieds et au final, on sait même pas si c'est les pieds du tueur. Il filme des pieds et en fait, et c'est le moment où en fait le film te fait comprendre qu'en fait ils vont jamais l'attraper parce qu'en fait ça pourrait être n'importe qui et qu'ils sont pas armés Mhm. pour arrêter un tueur en série parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est un tueur en série à cette époque-là quoi. Et c'est d'autant plus frustrant en fait, tu ressens la même moi en tout cas j'ai éprouvé la même frustration que quand j'avais regardé Zodiac quoi. Oui, oui. Tu sens qu'en fait ils sont pas du tout armés pour, que le système qu'ils ont pour rendre la justice ne prévoit pas ce genre de cas, Mhm. et que bah en fait malgré tous leurs efforts, et ils en font beaucoup des efforts, bah en fait ils vont pas y arriver parce qu'ils s'y prennent pas du tout de la bonne manière et qu'ils ont aucune idée de quel type de tueur ils sont en face, et même s'il y a un psy qui leur donne quelques indices, ça reste bon. Alors Ouais, le ça tueur hésite est un homme blanc de 30 ans. Allez, débrouillez-vous. Salut. C'est ça. Non, non, mais c'est vrai. Mais t'as vraiment ce côté, encore une fois, croque-mitaine. Et c'est quelque chose que va reprendre Carpenter sur Halloween, qui va un peu le filmer comme ça, son Michael Myers au début. Il y a ce côté silhouette, ce côté fantôme, il porte bien son nom. C'est vraiment, effectivement, vous pouvez passer le film et vous dire, ah mais ça se trouve c'est peut-être un des flics, ah mais ça se trouve c'est celui-là, c'est celui-là. Essayez un peu de mener votre enquête. Et c'est vrai que de ne pas savoir à la fin, au final, ça rend tous les personnages inquiétants parce que ça peut être n'importe qui. Et les gens de la ville le ressentent et le voient très bien, puisque dans le film, à un moment, on nous montre qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à aller dénoncer leurs voisins. Il y a même un père qui dénonce son fils. Enfin, ça va très très loin en fait. Hein. Oui. Et puis, tu parlais de slasher, mais en fait, c'est aussi un proto-slasher quelque part, Ah oui, oui. qui ne s'affiche pas comme tel, mais qui va inspirer quand même pas mal le slasher, notamment, évidemment, Vendredi 13, le 2. Mhm. En fait, le look du tueur est complètement inspiré de Terreur sur la ville. Évidemment aussi, on peut penser à Michael Myers, parce qu'effectivement, le bleu de travail qu'il porte ressemble au bleu de travail que porte le tueur dans... Et puis son masque blanc fait penser un peu aussi au drap blanc que porte le tueur. C'est ça, mais il me semble que même Carpenter l'avait dit en interview que c'était un film qui l'avait inspiré. Puis il y a un de ses personnages justement qui s'appelle le docteur Loomis, qui s'appelle Loomis. Et d'après ce que j'ai eu dans les interviews, ça viendrait justement d'une des victimes qui s'appelle Loomis aussi. Vraiment, c'est un film qui a marqué, et même je t'en parlais, Scream par exemple de Wes Craven. Il y a une scène dans Scream qui est totalement un écho à une scène donc de Terreur sur la ville, où on voit les gens qui dans le film ils annoncent qu'il y a un couvre-feu, donc on voit les gens qui ferment les boutiques, qui rentrent chez eux et tout ça, et c'est une inspiration à ça. Et il y a même, il me semble, le personnage de Randy qui dit dans la version française d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont traduit comme ça, qui dit on dirait la ville qui craignait le crépuscule justement. Enfin, il y a vraiment une référence directe à ça, et c'est cité par Wes Craven dans sa liste de films qui ont inspiré. Puis même, tu parlais de Zodiac, je trouve qu'il y a des plans, notamment le premier meurtre et pas mal d'autres plans dans le film qui, moi, m'ont fait énormément penser à des séquences de Zodiac. Hein. Ah, mais totalement. Ouais. Déjà, les deux tueurs se ressemblent dans le sens où ça et le tueur du Golden Gate, ils s'attaquaient à des couples et en plus, ils ont jamais été retrouvés, quoi. C'est ça. On sait pas qui c'est, quoi, au final.
Enfin, si, pour le tueur du Golden Gate, on l'a finalement retrouvé à cause d'un test ADN fait par un membre de sa famille. Ah, Tu sais, les tests ADN les gens font pour savoir s'ils ont du sang Cherokee ou ce genre de oui, choses. oui, oui. Bah voilà. Sachez que grâce à ça, vous pouvez peut-être trouver un tueur en série dans votre famille. Peut-être que papy, en fait... Ben justement, tu vois, j'allais faire un rapport avec, tu sais, l'histoire du Dahlia noir, où c'était donc une jeune femme qui avait été donc retrouvée assassinée d'une horrible façon, et on n'a pas trouvé qui a fait le coup. Et il me semble qu'il y avait un type aux États-Unis qui a écrit un bouquin parce qu'il pensait que c'était son père. Qui en fait avait tué cette jeune femme parce qu'il avait entendu, disons, son père dire des choses, enfin il a trouvé faisant des preuves, et donc il avait fait tout un bouquin, et lui il en était persuadé, et il y a des gens qui continuent à enquêter sur l'affaire qui justement ont prouvé que le gars se trompait. Mais c'est fou de voir une personne qui a à ce point-là envie que son père soit un tueur, c'est quand même un peu fou. Son père devait être un peu bizarre, je pense. Je pense aussi. Soupçonné d'être un tueur en série, Je quand pense même. aussi. Mais ouais, et bah d'ailleurs, le tueur du Dahlia noir, il y a aussi des théories comme quoi ça aurait été quelqu'un qui est un tueur en série qui officiait via la voie de chemin de fer, en fait, qui traçait Ah oui, c'est vrai, il y en avait un comme ça. États-Unis. Mais t'avais même genre James Ellroy qui a écrit un bouquin dessus, qui se projetait dans cette histoire-là parce que la mort de cette jeune actrice faisait écho au décès de sa propre mère, et quelque part il a un peu fusionné ces deux victimes entre elles, et il avait pris vraiment très à cœur d'essayer de mener l'enquête. Bon bah il n'a pas forcément trouvé, mais le livre est très intéressant. Il y a eu une adaptation aussi en film, mais ça c'est Qui est pas autre chose. terrible. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est autre chose. Je vous conseillerais Mais plus. c'est vrai qu'on peut faire effectivement un point avec relié avec Ellroy, parce que je pense que le réalisateur a forcément de Terreur sur la ville, il a forcément baigné quand il était gamin dans cette atmosphère, puisqu'il était dans le coin, et du coup forcément ça devait hanter les lieux, je pense. Bah la preuve, son film est encore diffusé encore aujourd'hui à chaque Halloween, quoi. C'est Donc, ça, c'est ça. Non, mais c'est sûr, il y a vraiment ce mode-là aux États-Unis. T'as des magazines, je dis, depuis le western, t'avais déjà des magazines qui te racontaient sous l'égide d'une pseudo-fiction, voire pseudo-machin, les histoires de ces criminels. Et il y avait déjà à son époque-là aussi, pareil, ça continuait. Hein. Tu sais, ça me fait penser à dans la famille Adams 2, où ils te font les cartes à collectionner, tu sais, des tueurs en série. Je suis sûre que ça existe. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûre que c'est pas une connerie, que ça existe. Il y a moyen. Et par contre, on peut dire que le film a aussi une certaine longueur. Le rythme est posé. Le rythme est lent. Alors c'est aussi peut-être de l'époque, hein, quand moi je parle de cinéma classique hollywoodien, c'est aussi la question du rythme. Et à la fois, moi je trouve que ça apporte une certaine atmosphère, quoi. Ouais. Parce qu'on va s'attarder sur... voilà, il y a des plans sur comment réagissent la ville, en fait, à ces meurtres. On les voit s'enfermer chez eux, mettre des planches sur les fenêtres. On voit les policiers qui patrouillent. On voit même un long plan, et qui est vraiment une séquence, moi je trouve incroyable, même peut-être plus que le meurtre avec le trombone, où en fait t'as le flic qui arrive, qui entend les coups de feu, oui, d'un des meurtres, et qui, à cause de la boue et du temps, etc., n'arrive pas à temps pour sauver les victimes. Pire que ça, n'arrivera pas à arrêter le tueur, qui lui va lui tourner autour en mode et comme on sait que les tueurs en série en plus ont tendance à faire ça un peu, à moquer la police et à jouer avec, et vraiment cette scène est terrible, quoi, parce que tu vois le pauvre homme qui essaye vraiment de faire tout ce qu'il peut, mais qui n'a ni les moyens, ni en plus même pas le temps. Tout se concorde contre lui, quoi. Et cette scène dure vraiment longtemps, quoi. Ah, mais vraiment très elle est longtemps. excellente, parce qu'il y a un travail sur le son, c'est-à-dire qu'il est vraiment cerné et par le bruit, voilà, des balles, et puis on a l'impression qu'il entend la respiration de tueur, donc on le sent vachement oppressé. Et puis il y a ce côté un peu comme si le tueur avait quelque chose de diabolique, comme si Satan le faisait voler pour qu'il aille plus vite que lui, alors qu'on a le flic, on a l'impression que limite il est retenu quand il marche dans les marais, on a l'impression que la nature le retient pour pas qu'il arrive à attraper ce tueur. Et quand la séquence se finit,
qui veut lui tirer dessus, puis il se rend compte que ça sert à rien parce qu'il est déjà hors de portée de son arme. On voit la frustration du mec parce qu'il se dit non Mm. seulement j'ai pas sauvé ces gens-là, mais peut-être potentiellement à cause de moi, il y aura d'autres victimes et on va le sentir après dans son jeu parce qu'on sent qu'il est quand même. Et c'est ça qui est bien aussi dans ces scènes un peu entre les meurtres, voilà, qui apportent pour certains peut-être de la longueur, mais moi je les trouve intéressants au niveau de la psychologie des personnages parce que je trouve qu'on sent ce flic qui a un poids qui vraiment voilà calcule à fond les Ouais. jours pour être sûr de pas le louper, qui se donne pour mission d'essayer de l'empêcher de tuer à nouveau et qui se sent coupable quoi. Ça se voit sur son visage. Ouais, et puis cette scène terrible où il demande au Lone Wolf s'ils vont l'attraper Mhm. et qui conclut les deux qu'en fait il y a peu de chances que ça arrive quoi. Donc ouais, c'est vraiment terrible. Par contre, je sais pas toi, mais moi j'ai eu plus de mal avec toutes les séquences humoristiques. Eh ben écoute, j'allais te dire la même Justement, je chose. trouve ça enlève un peu de cette pression et cette tristesse que tu ressens en suivant les flics et les victimes en parallèle. Et alors, ce flic gaffeur, particulièrement la scène de... Quand il oublie les clés, moi c'est ça la pire. Ah, ouais, la scène de clé, et puis la course-poursuite, là, Ah où, oui. en fait, c'est même pas une course-poursuite, où ça finit en mode... pas vidéo gag, mais taxi, quoi. Les voitures de flics dans le lac, etc. J'ai pensé aux Blues Brothers. Ouais, bah voilà, et moi ça me sortait un peu du film, quoi. Ah mais Je sais pareil, pas... pareil. Vraiment, on a cette ambiance qui est assez tendue. On se dit mais quand même, voilà, on est à fond dans l'enquête. Et puis on a ces petites touches de scène avec ce personnage-là qui est vraiment, je trouve, un peu lourd. C'est vraiment la mauvaise idée du réalisateur. Il aurait pas dû se mettre en scène lui-même. Au début encore ça passe parce que bon voilà, il y a un petit truc au téléphone. Parce que c'est pas qu'il est mauvais dans l'humour, hein. Je pense qu'il ferait un très bon humoriste, hein, Oh mais non, c'est que juste, ça marche pas. Enfin, ça dénote vraiment avec le reste, et en plus... mais quand il est alors, habillé en on sent pourquoi fille. il l'a mis. Ouais, apparemment, ça c'est un truc qu'ils ont vraiment fait, d'essayer d'habiller des flics, et forcément ça fait grotesque, parce que plus les hommes de l'époque avec leur moustache. Voilà, et puis c'est Voilà. ridicule, et puis genre, j'ai pas compris le délire avec son collègue en voiture qui arrête pas de le toucher, de le draguer. Je me suis dit, ok, le gars il veut pas affirmer qu'en fait il aime son collègue ou quoi. Enfin, c'était un peu long et lourd, alors que nous on voulait voir le tueur, on voulait voir s'il allait se passer quelque chose. Non, c'est clair que c'était pas... Moi, je trouve que c'était pas forcément une bonne idée, et peu importe qui l'aurait joué, ça aurait été pas très bien, quoi. Il aurait mieux valu rester concentré sur l'atmosphère, on va dire, plus sérieuse de l'enquête et le côté frustrant de celle-ci, quoi. Ouais, j'ai eu un peu du mal à comprendre ce qu'il voulait faire. Alors, est-ce que pour toi, ça serait quelque chose lié peut-être à l'époque? Est-ce que t'es un peu classique encore du film? Ou est-ce que c'était... Moi, je pense que c'était pour alléger, en fait. Mhm. Moi, je pense que c'est vraiment cette inquiétude que tu sens, pourquoi ils montent pas de scène de nudité, etc. C'est vraiment pour toucher un public plus large et rendre plus supportable l'insupportable, je pense. C'est vraiment pour ça qu'il a mis ces scènes. Est-ce que tu penses que ça pourrait lier par exemple à la fameuse censure hollywoodienne qui était assez compliquée, peut-être encore à cette époque-là aussi, et un moyen Possible. justement voilà de... Après, c'est quand même après, il y a Massacre à tronçonneuse qui est passé avant, quoi. Mhm. Donc, si Massacre à tronçonneuse est passé, Oui, bon. même Psychose, tu vois, même Psychose, il montre pas tout et il te fait quand même ressentir le truc et il sent pas obligé de mettre de l'humour, quoi. Mhm. Donc non, je pense qu'après, après il connaît son public, hein, il vient du sud, parce que je pense qu'il voulait surtout toucher les gens du coin, du Texas, et des gens qui ont peut-être vécu cette histoire, ou en tout cas qui se sentent connectés à cette histoire, et du coup, bah c'est des gens ordinaires, c'est peut-être pas des gens qui voient des films d'horreur et habitués à la violence qui en émane, quoi. Et du coup, c'est ce qui rend aussi le film différent, en fait, d'un film d'horreur. Et tu ressens d'autant plus la différence quand tu compares avec la suite, quoi. Bah après, tu vois, je peux faire encore un rapport avec le western classique. Des fois, dans le western classique, tu avais des scènes comme ça où tu avais des personnages un peu gaffeurs, un peu plus drôles qui venaient couper l'intrigue, ou des fois, tu avais des moments un peu musicaux aussi. Donc peut-être que ça peut venir aussi de là, mais moi ce qui me dérange, c'est par rapport en fait à la vision des policiers. C'est-à-dire que t'as les deux flics principaux qui sont quand même montrés comme des gens qui se sentent concernés, qui essayent d'arrêter, et puis de l'autre côté on te montre tous les flics comme des idiots. Donc quelque part je me demandais si le réalisateur il aimait les flics, ou est-ce qu'il voulait dire que les flics en fait c'est parce qu'ils étaient incompétents et qu'il n'y avait pas assez de personnes compétentes pour arrêter ce tueur. Enfin j'arrive pas trop à savoir un peu. D'un autre côté, l'adjoint du shérif qu'on suit, il est hyper investi, Ouais, mais s'ils sont que deux compétents et tout le reste pas compétent, ça pose des soucis. le reste a l'air plutôt compétent, en fait. T'as que ce personnage qui foire tout, quoi.
Moi, j'ai vraiment l'impression que c'était genre petit moment drôle pour décompresser, tu vois. D'accord. Bon, bah, c'est moi qui me prends J'ai la vraiment eu tête. cette sensation, quoi. C'est un peu comme si on te mettait un interlude régulièrement parce que c'est trop. Ouais. Oh, il était trop sensible, voilà, donc souffler, rigoler un petit coup, youpi. Bon, pourquoi pas? Je préfère ça que, bon, les flics ridiculisés, mais je me dis peut-être quelque part, il y a un petit tag, genre c'est peut-être parce qu'il y avait pas assez de personnes bien dans la police, parce que même les autres, ils sont rigolards, ils font des blagounettes, là, et je les trouvais pas hyper investis comparé aux deux autres, donc je me suis dit peut-être que il y a une petite critique cachée, je me suis dit. Peut-être. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'est quand même un film qu'on a plutôt bien apprécié, qui est quand même bah, très intéressant et qui a marqué quand même la pop culture américaine, ça on peut le dire, hein. On l'a bien Ouais. expliqué. Et bah, j'ai envie de faire un petit point parce que c'est vrai que je l'ai découvert grâce à toi. Il y a eu une suite donc, qui est sortie en 2014, qui est sortie directement donc, en vidéo chez nos amis américains. D'ailleurs, vous pouvez vous le procurer que en import parce que j'ai pas trouvé d'édition française et c'est pas présent sur des plateformes. Cette version de 2014 est réalisée par Alfonso Gomez alors, Reron, je prononcerai comme ça, ou Riron, comme vous voulez. Donc, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé la réalisation sur la série American Horror Story donc, de Ryan Murphy. Et ça tombe bien puisque c'est Ryan Murphy donc, et Jason Blum donc, qui produisent le film. Et d'après ce que j'ai compris, c'est Ryan Murphy qui a contacté Jason Blum en lui disant hey, j'ai vu ce film. Tiens, regarde, tu voudrais pas qu'on en fasse une nouvelle version? Et Jason Blum a donc regardé et a dit ah bah ouais, c'est une bonne idée, on va en faire une nouvelle version. Donc ils se sont lancés là-dedans. Au niveau des acteurs, alors bah, je pense que la plus connue dans le film, ça serait Veronica Cartwright, que vous connaissez, voilà, qui a fait énormément de rôles au ciné quand même assez marquants, par exemple Alien, hein. Après, on a des gens que vous avez peut-être vus dans des séries ou des trucs comme ça, pas très connus, comme Addison Timlin, qui a le rôle principal, Ouais. Travis Stopp. Donc voilà, c'est pas vraiment... Il n'y a pas un gros casting. Vous aurez un sentiment de familiarité, mais c'est pas des grosses stars. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le film a eu un bon retour critique, d'après ce que j'ai lu. Et c'est plutôt... Mais pas un gros succès, par contre. Bah, c'est sorti qu'en vidéo, donc... Ouais. Voilà. Bon, après, ça limite un peu, mais quand même, apparemment, c'était pas la folie, quoi. Ouais. Bah, il n'y a pas eu une grosse promo autour, hein, franchement. C'est Oui, dommage. c'est vrai qu'il est complètement... en France, carrément pas sorti. Alors que... alors moi, déjà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la photo du film. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment une esthétique... vraiment cinéma années 70. Oui. Alors... plutôt cinéma un peu horrifique, voire érotique, avec ce filtre qui rend tout plus éclatant, qui était surtout utilisé dans des giallo en fait, hein, un peu Brian De Palma dans un film, mais qui était plus rare dans le cinéma américain en tout cas, mais avec un aspect, en tout cas ça veut vraiment rendre hommage au cinéma, au film bis, au film de genre quoi. Ouais. Et puis ça rend bien hommage aussi à l'original, parce que juste pour faire un petit tout à fait. pitch, c'est-à-dire qu'on se retrouve, 2017, comme tu l'as dit, le film voilà est projeté à chaque Halloween dans la ville, et il se trouve que cette année-là, il y a quelqu'un qui reprend donc l'aspect du tueur et se met à attaquer des gens. Et on va suivre une jeune fille qui réussit à survivre à l'attaque de ce tueur et qui va passer le film à essayer d'enquêter pour comprendre en fait ce qui s'était passé à l'époque et pourquoi ça recommence pourquoi ça recommence maintenant. Et en même temps, on a le parcours justement d'une personne qui essaye de reprendre sa vie en main et de trouver comment survivre, comment guérir quelque part, faire la résilience de cet événement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé que l'écriture de ce personnage était plutôt intelligente en fait. J'ai trouvé ça vraiment bien. C'est ce qui m'a le plus plu dans le film. Ouais, le personnage est attachant, et puis la relation avec sa grand-mère aussi, parce que sa grand-mère, elle a vécu les faits qui sont relatés dans le premier film. Ouais. Et le lien est fait jusqu'au bout, puisque tu as le fils du réalisateur qui est là, alors qu'un acteur que ceux qui ont regardé American Horror Story reconnaîtront. Oui. Et oui, il y a vraiment des personnages attachants. Maintenant, il y a des petits trucs qui me gênent un peu, même si on en a parlé nous-mêmes en réfléchissant sur le film, et même sur les faits qui se sont passés, à savoir que en fait le film reprend un peu la théorie
sans vous spoiler trop, que l'assassin en fait se serait barré et on retrouverait des traces d'un autre crime qu'il aurait fait, qui ressemblerait beaucoup au Dahlia Noir quand même. Oui. Il y a un côté un peu sur la fin, le film il part sur des théories un peu beaucoup tirées par les cheveux. Exactement. Le final m'a pas beaucoup, enfin m'a pas plu en fait, m'a pas convaincu. Voilà. Ouais. Je te rejoins sur ça, c'est dommage. Le final, c'est dommage. Il est quand même hyper sympa. Ouais. Il y a un petit côté Scream, hein. Pour le coup, c'est marrant parce que Scream fait hommage au premier et la suite fait hommage à Scream, mais avec le film dans le film. La ville entière qui regarde un film d'horreur, voilà, qui est inspiré de crimes vraiment qui sont vraiment passés, c'est la saga Scream, quoi. Non, mais c'est hyper cool. Puis t'as tout ce côté un peu moderne qu'on a maintenant, avec les réseaux sociaux, les recherches sur Internet, les gens qui mènent leurs enquêtes. Parce qu'aux États-Unis, pareil, maintenant, t'as beaucoup de gens, tu vois, comme toi et moi, qui font des clubs voilà, d'enquêteurs amateurs, qui font des podcasts de true crime, et des articles, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on retrouve ça aussi. Donc finalement, ce qui est bien, c'est que cette suite reprend un peu le premier film, mais elle arrive à l'adapter. C'est un peu comme une réimagination de l'histoire, quelque part, et c'est pas mal. Et à la fois, ça adapte à l'époque sans l'adapter à l'époque, parce que justement, le personnage, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'internet. Quand elle fait ses recherches, c'est à l'ancienne. Et il y a vraiment une atmosphère où t'as l'impression que c'est limite les années 70, au moment où le premier film est réalisé, quoi. Et même les coupes de cheveux, les tenues, vraiment il y a l'image, quand je parlais de ce filtre spécial, c'était quelque chose qui était des années 70, donc il y a vraiment un aspect global du film qui est très rétro années 70, au moment où le premier film était réalisé. Donc moi je pense que c'est pas innocent, et du coup je trouve que c'est un joli hommage. C'est ça, c'est tu sens une lettre d'amour au truc, et puis ça change un peu des autres films de l'époque quand tu vois les nouvelles versions de Massacre à la tronçonneuse, ou même les autres productions Jason Blum. T'as souvent des couleurs assez grises, un aspect souvent assez dégueu, et là c'est vrai que ce côté pas toujours, mais je veux dire c'est poisseux souvent, enfin je trouve, je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Et là ce film là, à la fois celui-là, moi je le trouve un peu poisseux aussi, enfin poisseux. Ouais, non mais dans le sens non mais je m'exprime mal. En fait, ce que je veux dire, c'est que t'as certains films, tu vois, maintenant sont très très sombres, très comme si tu rentrais dans une maison qui avait pas été nettoyée depuis super longtemps, tu vois, le truc bien dégueu. Alors que la vibes années 70, oui, t'as le sang, ça gicle, c'est voilà, mais t'as tout ce travail sur les couleurs qui apporte quelque chose, sur la photo, sur les ombres. Il y a beaucoup ça qui est employé dans le film. T'as même des scènes qui sont vachement théâtrales. Je pense à un moment, ils font une espèce de réunion là pour rendre hommage aux personnes mortes, et t'as un truc qui se passe qui est très très théâtral, qui me rappelle aussi également ce que faisait Wes Craven dans Scream par exemple. Tiens, l'intro de Scream, là c'est très théâtral aussi, donc il y a ce côté là qui est vachement cool et qu'on n'a pas forcément dans les autres œuvres de Jason Blum, qui vont être plus beaucoup du jump scare, des trucs très voilà, très sombres, des trucs un peu dégueulasses, comme s'il y avait des insectes dégueux qui sortent de partout, enfin voilà. Et là on a vraiment quelque chose de plus de plus fort, et qui se concentre aussi sur les personnages, sur la psychologie, et ça c'est un truc qui est hyper important pour moi, et j'étais bien contente. Voilà. Et en même temps, ça rend hommage au premier film, qui avait aussi ce côté-là un peu psychologique, sur nos petits flics là qu'on voyait tout tourmentés par cette affaire, donc c'est très bien. Oui, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit que ça avait du sens d'en parler, parce que ça rend vraiment bien hommage au premier. Et que ça fait un peu la boucle est bouclée, quoi. C'est ça. Rimini, la prochaine fois, si vous voulez sortir un coffret intégral Terreur sur la ville avec les deux films, nous on achète de suite, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce coffret DVD Blu-ray, pardon, qui est sorti donc sur cette nouvelle version donc de Terreur sur la ville. J'essaie d'éviter le titre anglais parce que c'est trop dur à prononcer. Oui, alors la restauration, on en a déjà un peu parlé, des couleurs, du son, la restauration est vraiment très cool. Franchement, t'as vraiment l'impression de voir le film dans sa qualité d'origine, on va dire, quand les toutes premières copies sont sorties en salle. Et donc vraiment, ça c'est cool. Le travail de restauration est bien fait. Petit bémol, moi personnellement, j'ai trouvé que les bonus étaient sympas, mais un peu courts. Voilà. Ces interviews des membres de l'équipe, c'est sympa de les voir reparler
du film et du tournage, mais ça dure pas, enfin c'est pas très long, et du coup j'étais un peu frustrée sur les bonus, quoi. J'en aurais voulu plus. Ouais, voilà, nous on est toutes les deux des grandes fans de bonus, alors c'est vrai que quand il y en a plein, on est contente. Bah, faites un autre coffret avec plus de bonus encore, voilà. On vous envoie des petits, des petits conseils. Non, mais sinon, c'est toujours sympa d'avoir des petites interviews, des petits trucs en plus quand même, surtout quand c'est un film comme ça. Franchement, ça fait plaisir, parce que c'est un film qui mériterait d'être plus connu, tant il a apporté comme ça à tous ces grands succès de la pop culture. Connu en France, ouais, parce que je pense qu'il est assez connu Oui, aux mais États-Unis, en France, ouais. c'est vrai qu'on est... Enfin, il a même pas sa page Wikipédia, quoi. C'est pour vous dire, quoi. Alors, si j'ai trouvé, il faut taper Terreur sur la ville, je crois, pour trouver la page Wikipédia, d'accord. mais il y a très peu d'informations. C'est vraiment limite juste le titre, qui c'est qu'il y a dedans, et puis après, débrouillez-vous. Voilà, donc bon, c'est dommage, c'est dommage. Est-ce qu'on donnerait pas une petite note à ce superbe film? Je te laisse Oui, commencer. alors attends, je voulais dire encore un truc sur le coffret. Vas-y. Ça vaut le coup d'investir dans cet objet, ne serait-ce que pour avoir cette sublime affiche, voilà, chez soi. Parce que le coffret met en avant l'affiche dans ces belles couleurs, et elle est magnifique, voilà. C'est une œuvre d'art. Oui, je suis totalement d'accord. Alors, est-ce que tu veux me donner la note que tu as choisie pour ce film? Eh ben, je pense que je vais lui donner un 7. Il a perdu un point à cause de son humour, qui va faire un peu ressortir du film, voilà. Ok, bah moi je vais être un peu plus généreuse, je vais mettre un 8. J'enlève également 2 points pour l'humour, mais vraiment tout ce côté, franchement je m'y attendais pas, mais tout ce côté un peu docu-fiction, machin, tout ça me plaît bien. Et rien que pour l'impact que ce film a eu, voilà, ça mérite un 8 pour moi. Allez, bah écoute, on arrive à la fin de cette émission. C'était très sympa de parler de ce film avec toi. J'espère qu'on aura donné envie aux auditeurs et aux auditrices de se le procurer dans cette très belle édition restaurée de Rimini. Et encore une fois, on les remercie pour nous avoir permis de revoir et de redécouvrir ce film. Et puis, les petits rappels, si vous voulez retrouver les autres émissions des Réfracteurs, par exemple, si vous voulez écouter notre super mois Sidney Lumet, on a fait des podcasts, des articles, vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet lesrefracteurs.fr. Vous avez aussi les podcasts disponibles sur vos plateformes préférées, Apple, PodCloud, je ne sais plus où c'est qu'il est encore, Podcast Addict, toutes vos plateformes préférées. Foncez, n'hésitez pas à partager, à mettre des étoiles, parce que ça aide un peu à faire connaître l'émission. Donc si vous le faites, on vous fait des gros bisous. Et d'ailleurs, des bisous très spéciaux, si tu veux nous les dire, Sophie. Eh ben, moi, je vous propose de coller nos lèvres au bout d'un trombone. Pour comprendre notre blague, faut regarder le film. Voilà. Donc, des bisous trombone. Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés, et puis je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des Réfracteurs. Allez, salut! Bisous, bisous!